et à toutes. On est très heureux de vous voir aussi nombreux et nombreuses pour cette première conférence. Vous m'entendez bien? Oui. Pour cette première conférence organisée donc, en partenariat La Cité et la l'AESP. Donc ce soir, c'est Océane et moi, donc Émilie, qui allons présenter cette conférence. En compagnie, donc, je vais présenter nos invités un par un. Comme ça, vous saurez un petit peu avec qui on va discuter ce soir. Jean-Pierre Sueur, bonsoir. Vous avez été député du Loiret de 80 à 91, maire d'Orléans de 89 à 2001, secrétaire d'État chargé des collectivités locales au sein des gouvernements d'Édith Cresson puis de Pierre-Gervais Lauvois de 91 à 93. Vous avez été sénateur du Loiret jusque très récemment, de 2001 à 2023. Voilà. Madame Coupard, bonsoir. Alors, vous êtes exploitante agricole de profession, maire de Vironchaux, une commune située à l'ouest de la Somme depuis 2014, vous avez été réélu en 2020. Une petite commune donc, de 520 habitants, si je ne m'abuse. Vous êtes également conseillère régionale de Hauts-de-France, vous faites partie de la liste de la majorité, depuis 2015. Vous avez été également réélu en 2021. Vous êtes présidente du syndicat mixte Baie-de-Somme Trois-Vallées. Vous êtes également député suppléant de M. Maquet depuis 2017 et vous êtes référent départemental de Hauts-France, une partie lancée par Xavier Bertrand. Monsieur Vignon, bonsoir. Monsieur Vignon, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Picardie-Lugard depuis 2012, chercheur rattaché au CURAP ESS, le Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique. Vous travaillez principalement sur la sociologie des groupes ruraux et la sociologie électorale. Vous êtes également directeur de l'IPAG, l'Institut de préparation de l'administration générale, depuis 2020, et fondateur et responsable du diplôme universitaire EPCD pour enjeux pratiques de la coopération intercommunale. Les initiés comprendront le jeu de mots. Vous avez soutenu votre thèse des maires en campagne et logique de reconstruction d'un rôle politique spécifique à l'UPJ en 2009 sous la co-direction de Patrick Hung et François Henry. Juste attendre je vais brièvement vous êtes maire de Hermes, donc une commune depuis 2015, vous êtes maire de Hermes depuis 2015, une commune située dans l'Oise de 2500 habitants en 2022. Elle est rattachée à la communauté d'agglomération du Beauvaisis, qui compte pas moins de 53 communes et 100 000 habitants. Vous êtes également conseiller communautaire délégué au tourisme de la communauté de communes du Beauvaisis et vice-président du syndicat intercommunal de la vallée de Terre. Est-ce que j'ai tout bon jusque-là? Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est brièvement, en 1 minute, chacun votre tour, et on va commencer par vous, monsieur Sueur, si vous voulez. Je vous invite à prendre le micro. Oui. Et à relever le petit bouton vers le haut. Voilà. Voilà. Et la question est la suivante. Comment définiriez-vous, en moins d'1 minute, la figure de l'élu local, plus spécifiquement donc, la figure du maire? Le maire, c'est un personnage absolument central. J'ai été maire pendant 12 ans, et donc je peux vous dire qu'il s'occupe de tout. Dès qu'il y a un problème, on ne va pas spontanément voir le député, le sénateur, le ministre, c'est compliqué de le trouver. Le conseiller régional, on ne connaît pas toujours très bien, parce que c'est élu à l'heure proportionnelle, même si localement on peut connaître. Voilà. Tandis que le maire, il est là. Comme dit Gérard Larcher, qui est président du Sénat, il dit toujours le maire est à hauteur d'engueulade. Et par exemple, je peux vous dire que mon épouse était enseignante
cité d'Orléans, en mathématiques. Et au bout d'un moment, on lui a proposé un poste dans une autre commune, à Toulouse, et elle a un peu respiré parce que quand elle arrivait le matin, comme on savait que c'était bon et tous, des gens disaient, dis donc, les poubelles ne sont pas passées. Il y a un trou devant chez moi. Qu'est-ce qui fait ton mari, etc. Donc, bon, il faut savoir cela. C'est un sacerdoce. Et je dirais, pour finir, j'ai dû dépasser 20 minutes, que quelle que soit la taille de la commune, ça vous prend à plein temps. Parce que quand vous êtes maire d'une commune de 100 000 habitants, vous avez beaucoup de services, beaucoup de personnel. Mais quand vous êtes maire d'un village de 200 habitants, que vous avez une demi-secrétaire de mairie, eh bien, moi je connais des maires qui, c'est leur tracteur qui vient pour réparer ce qu'il faut dans la commune. Ils donnent beaucoup de main. Hein. Et c'est pourquoi le maire, c'est une figure centrale, mais tellement centrale que certains trouvent que c'est trop difficile. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais continuer C'est la même question, j'imagine. Exactement, c'est quoi le maire? Comment définiriez-vous la figure d'élu local? La figure d'élu local, je dirais comme Monsieur le ministre, qu'effectivement, quand on pense à élu local, et quand les étudiants, par exemple, souvent on parle de politique locale, d'élus locaux, souvent effectivement la première figure qu'ils citent, effectivement, c'est le maire. Le maire ou la maire, parce qu'aujourd'hui c'est une fonction qui est en train de se féminiser, même si on est encore loin de l'équilibre arithmétique parfait, mais qui se féminise aussi sous le poids, on va dire, des contraintes juridiques, des règles liées à la parité dans les communes de plus de 1000 en tout cas, où il y a pour les élections municipales cette règle. Mais ce que j'aimerais, moi, ce que j'en retiens en tout cas, c'est qu'il y a des multiples manières d'endosser le rôle de maire. Ça a été dit précédemment, quoi de commun entre le maire ou la maire de plus de 100 000 habitants et celui d'une commune rurale, et y compris au sein même des petites communes, si on prend les moins de 1000, il y a des telles transformations sociodémographiques aujourd'hui que comparer, je sais pas, une commune résidentielle de 1000 habitants dans l'agglomération amiénoise, c'est pas les registres du rôle, les registres d'action du rôle et sa conception même du rôle sont très différents d'une commune de la même taille, située dans le Santerre ou dans l'Aisne, en Thiérache. Le maire, aussi, c'est un rôle aussi qu'on a compris en fonction des conceptions qu'on se fait sur eux, mais aussi des attentes qui sont placées dans ce rôle. Quand on est soit face à des populations qui sont ancrées dans le territoire et une forte interconnaissance, et comme le disait M. Sueur, du coup, il n'y a plus vraiment de frontières publiques-privées, puisque le maire, c'est aussi le voisin, ou celui avec qui on est allé en classe primaire. Bon. D'autres communes plus résidentielles, où les liens d'interconnaissance sont peut-être beaucoup moins étroits. Donc, même dans des catégories, quand on prend des seuils démographiques, c'est là-dessus que je pourrais conclure, c'est qu'effectivement, à l'intérieur de même catégorie de seuil démographique, on a des manières d'accomplir le rôle, de se représenter et des moyens aussi différents, des capitaux scolaires, sociaux, culturels, très hétérogènes. Voilà, donc si je comprends bien, si je comprends bien cette première prise de parole, il n'y a pas qu'une seule façon d'être maire. Est-ce que on va vous demander votre avis, madame, je ne sais pas si vous voulez bien. Même question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez dit? Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis maire dans une petite commune, et enfin un petit maire dans une commune. Alors, moi, d'abord, ma conception, c'est que dans une commune de moins de 1000 habitants, c'est votre nom que l'on vote pour votre nom, pas pour une liste. Donc, c'est la confiance que les habitants vous donnent pour gérer la collectivité et donc les biens que la commune, dont la commune dispose. Donc c'est un contrat d'engagement moral, déjà, le premier engagement, c'est celui que l'on a, une responsabilité vis-à-vis des habitants dans la gestion de la commune. C'est important. Et il n'y a pas d'étiquette politique, généralement, dans une petite commune, puisque c'est la personne qui est choisie. Et puis, le deuxième point, c'est, alors, moi j'ai un président de région, David Latran, qui utilise le même terme, mais à la nuance près, c'est un élu qui est à portée de plaque, donc qui est
qui doit être aussi, quelque part, le porte-parole des habitants de sa commune dans les évolutions que l'on doit apporter ou que l'on doit apporter quand il n'est pas en lien direct avec le député ou le conseiller régional ou le conseiller départemental. C'est lui qui est l'interface, c'est l'échelon de proximité. Et puis c'est aussi celui qui est l'échelon de proximité et qui règle les problèmes que les gens rencontrent. Parce que les services publics à la campagne sont de moins en moins présents. Et la seule personne, c'est le maire. Donc on vient le voir pour tous les sujets qui ne sont pas forcément de son champ de compétences, mais même si il n'a pas la réponse, il se doit de trouver la réponse auprès des personnes dont il a connaissance lui-même dans son environnement. Voilà. Merci beaucoup. On va du coup finir le tour de parole par vous, M. Talon, en vous écoutant sur la question. Merci, bonsoir à tous. Je ne vais pas paraphraser, mais en effet, vous avez parlé d'élus à Pont-les-Claques. On parle également des maires comme les premiers fantassins de la République. C'est comme ça que je le conçois. On est maire, mais on est également assistante sociale. On est également officier de police judiciaire. On ramasse également les papiers, on balaye également sa commune. On peut être femme de ménage également quand son agent est indisposé. Donc c'est ça, être maire au quotidien. Et puis, au début du 20e, 19e également, il y avait 3 figures tutélaires dans les communes. On avait le curé, on avait l'instituteur et on avait le maire. Aujourd'hui, depuis 1905, en tout cas, le curé s'est passé de mode. L'instituteur, malheureusement également, et il reste encore cette figure un peu tutélaire qui est le maire. C'est peut-être d'ailleurs pas un hasard si aujourd'hui le maire, la fonction de maire, est encore une des fonctions préférées des administrés. On reste encore attaché à son maire, malgré un contexte de défiance des politiques. Le maire a encore la confiance des administrés. Voilà. Je propose qu'on poursuive avec vous, avec cette question. Comment vivez-vous votre fonction de maire au quotidien et éventuellement, quelles évolutions vous avez constatées au cours de vos 2 mandats? Comment je le vis? Je pense qu'aujourd'hui, pour être maire, c'est un peu, vous êtes un peu schizophrène. Vous avez certainement tous entendu parler, il y avait un certain nombre d'émissions, c'est contextuel, on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, la fonction de maire, c'est difficile, on va pas se mentir. Moi, j'ai peut-être une expérience, en tout cas un parcours un peu atypique, puisque je suis maire par défaut. En 2015, je me suis en fait porté sur une liste. On était encore sur le panachage à l'époque. J'étais en tout bas de liste, donc je souhaitais compléter une liste. Voilà, tout simplement en arguant que je ne m'investirais pas. Tout un tas de questions professionnelles, familiales. Et puis le hasard a fait que d'une bas de liste, le jour du scrutin, je me suis basculé en haut de liste. Donc voilà, il y a eu un choix cornéen qui s'est opéré. Et eu égard en tout cas à l'investissement et au vote des administrés, donc j'ai accepté cette fonction. Cette fonction était très difficile. Vraiment, vous êtes maire du matin au soir, vous êtes maire du lundi au dimanche, avec des astreintes totales. C'est une fonction pratiquement à plein temps. Ce qui est difficile d'ailleurs de conjuguer une fonction de maire et une fonction professionnelle, comme quelques-uns. C'est un sacerdoce, je ne peux pas vous dire autrement. Merci beaucoup. On va vous demander de réagir, Madame Poupard. Est-ce que vous constatez des ressemblances avec ce que vous avez dit? Comment ressentez-vous votre fonction de maire? Je vais être un petit peu positif quand même dans la fonction de l'élu. Moi, je l'ai vécu en fait. Bon, j'ai une activité agricole à côté, je fais de l'hébergement touristique et je n'étais pas élue comme mon voisin. J'ai démarré effectivement conseiller municipal et rapidement maire dans la foulée, donc je ne connaissais pas du tout la fonction publique. Et je pense que le mandat de maire en tant qu'élu, pour connaître un peu les autres mandats, c'est celui qui se mesure le plus facilement. C'est celui où on a la main pour agir dans sa commune. C'est celui où on peut traduire l'action politique en réalité concrète sur le terrain.
C'est celui où on peut mener des projets concrets dans les communes, où on peut fédérer. C'est celui où finalement, comme une entreprise, où on cherche du financement, on règle on ajuste les comptes pour libérer suffisamment de capacité d'autofinancement pour investir. Et par rapport à une entreprise privée, c'est plus facile. C'est plus facile dans la mesure où on a à peu près une certitude au moins sur les recettes. Mais je trouve que c'est le mandat où on se réalise le plus, malgré effectivement les contraintes que l'on peut constater. Mais avant tout, moi j'en retire beaucoup d'éléments positifs. On regarde les mandats de conseillers régionaux, où en tant que conseillers régionaux, finalement, on est sur une politique régionale, finalement, on n'a pas la même action en matière d'opérationnalité sur le terrain, même si on fait les choses bien, mais on n'a pas le même mandat. Le mandat de maire, c'est celui où on réalise des choses, où on fait des projets, on concrétise, on pourra dire, ça c'était, voilà, on a pu faire ça, on a fait énormément de travaux dans la commune, et tous ces travaux-là, je pense que c'est aussi une belle réalisation et une belle gestion aussi de l'enveloppe des impôts que l'on prélève auprès des habitants. Et je considère que l'argent qui est mis par les habitants, c'est une gestion sérieuse dont je dois avoir et qui doit se traduire par, non pas du fonctionnement, mais de l'investissement. Et je pense que c'est le mandat où on peut être réellement actif et proche du terrain et assurer cette mission de service public en toute impartialité. Merci. Monsieur Dumont, je vais vous demander notre point de vue d'académicien, peut-être. Si vous pouvez nous éclairer un petit peu, parce que de ce que je comprends, les témoignages qui viennent d'être faits, le maire, il est partout. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les évolutions auxquelles sont confrontés les maires aujourd'hui dans le cadre de leur fonction? Oui, effectivement, depuis 3 décennies, on va dire, environ, les contextes d'action des élus ont beaucoup évolué. Alors, je crois que tout à l'heure, quelqu'un a pu souligner l'intercommunalité qui, depuis, on va dire, au milieu des années 1990, la première loi ATR en 1992. Ensuite, il y a eu de multiples réformes. L'une des dernières en date étant la loi NOTRe et les fusions d'intercommunalités, de communautés de communes, entre autres, en milieu rural, qui effectivement ont pu éloigner un petit peu les centres de décision, même physiquement parlant. Il y a parfois des communautés de communes où les deux communes les plus éloignées sont distantes de 50-60 km. Donc l'intercommunalité, évidemment, par le transfert de compétences qui soient stratégiques en matière d'action publique, le développement économique, aujourd'hui le logement, le scolaire aussi dans certains territoires, les transports, bref, font que la prise de décision, ou en tout cas la conduite de projets de développement, doit s'effectuer par des arbitrages à l'échelle, je veux dire intercommunale, au-dessus, ce qui impose aussi aux élus de savoir un petit peu œuvrer, manœuvrer, trouver les bons interlocuteurs, présenter leurs projets de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas comme trop communalistes, en disant voilà, ça doit s'intégrer dans les projets de territoire, donc ça suppose aussi de trouver les alliés aussi dans les intercommunalités, puisque les votes se font aussi en conseil communautaire. Donc ce sont des nouvelles pratiques auxquelles n'étaient pas confrontés, par exemple, les élus qui peuvent être en poste depuis les années 80, début 90. Donc il y a cette grande évolution. Puis il y a aussi la périurbanisation des communes rurales. Aujourd'hui, bon nombre de communes, y compris celles qui sont un petit peu éloignées des villes, sont traversées par des transformations, l'arrivée de nouveaux résidents, la construction de lotissements, des enfants d'agriculteurs qui ne reprennent plus l'exploitation systématiquement, qui quittent ces territoires-là, d'autres nouvelles populations qui arrivent, qui n'ont pas forcément des liens affectifs ou familiaux, et qui peut-être peuvent s'intégrer de manière illégale, qui ne sont peut-être pas prêts à prendre des responsabilités associatives ou autres. Et d'ailleurs, ça se ressent par l'abstention des élections municipales, puisqu'on en parle beaucoup pour les grandes villes, mais y compris en milieu rural, dans certains territoires. Si on compare les taux de participation municipale dans les années 80 avec aujourd'hui, on voit que soit les anciens ne participent plus, puisque tout à l'heure vous avez parlé des figures tutélaires, mais c'est tout à fait exact, il y avait des fortes relations de dépendance aussi économique. Les exploitations agricoles embauchaient plus personnel localement, les exploitations qui tournaient avec 5, 6, 7 ouvriers agricoles. Les gens se connaissaient depuis plusieurs générations, donc il y avait des pressions civiques au vote, quelque part. Ne pas aller voter, ça se voyait. En ville, si vous n'avez pas voté dans une ville de 100 000 habitants, il n'y a pas le maire ou un candidat d'opposition qui va appeler non, je n'ai pas allé voter, ton permis de construire, attendant à la prochaine fois, vous avez voté, etc.
En milieu rural, si tiens, Jean-Paul est pas voté, bon, tiens, qu'est-ce qu'il fout? On va aller l'appeler. Bon. Donc il y avait une forme de contrôle social, on dirait en sociologie, bon, qui font qu'il y avait des relations d'interdépendance qui sont anonymisées, on va dire, dans des espaces aujourd'hui où l'interconnaissance perd un petit peu de son caractère opérant et où les anciens du coup sont plus soumis, on va dire, à des pressions, puisqu'on ne travaille plus forcément qu'au village, on ne participe plus forcément qu'aux activités du village. Donc c'est moins stigmatisant aujourd'hui de ne pas les voter aux élections municipales que dans un contexte antérieur où les relations d'interdépendance entre les différents protagonistes étaient fortes. Donc ça joue aussi. Et puis les nouveaux qui, par exemple, sont très intéressés par la politique, ils vont aller voter aux élections politiques, aux élections européennes, nationales, puisqu'ils vont faire une hiérarchie parfois. Souvent c'est plutôt les CSP+, pour les européennes, c'est important, pour l'éducation de nos enfants, les présidentielles, la santé. Les étiquettes, comme le dit madame tout à l'heure, les listes ne sont pas étiquetées, il n'y a pas de liste de gauche, de droite, de centre-gauche, je ne sais pas quoi. Donc les repères pour les nouveaux résidents qui ne connaissent pas individuellement les candidats, qu'est-ce que vous dites, madame X est plus compétente que monsieur Y? Bon, ben je ne vais pas voter. Et beaucoup pensent aussi, même dans les communes de moins de 1000, s'ils viennent de la ville, ben, qu'ils ne peuvent pas panacher. Parce que souvent, ils sont restés avec les modes de vote qui étaient les leurs quand ils étaient dans les plus grosses communes. Et je dis, et en plus, on ne peut pas panacher, alors qu'ils vont aller au départemental, puisque, même s'ils ne connaissent pas le candidat, panacher, oui, monsieur l'a employé, je crois, tout à l'heure, on peut rayer, on peut composer son conseil municipal idéal. Vous avez, par exemple, 2 listes de 15 candidats, il y a 15 sièges à pouvoir, on va prendre 8 sur une liste et 7 sur l'autre, donc c'est 5, 14 et 1 d'ailleurs, peu importe. Vous pouvez barrer, entre guillemets, le décompte se fait par individu, non pas par liste. Au départemental, au régional, il y a la liste LR, LREL, le PS, etc. Les gens peuvent mobiliser, on va dire, des marqueurs politiques qu'ils n'ont pas pour les élections municipales. Donc il y a aussi des nouveaux qui ne se saisissent pas, entre guillemets, de l'opportunité d'aller voter. Donc c'est un peu compliqué pour les maires, parce que madame l'a dit, monsieur l'a dit tout à l'heure, ils s'engagent de plus en plus, bénévolement, souvent. Bon, c'est des heures très tardives, c'est le coup de fil, voilà. Et derrière, on se dit, tout ça pour 60% de mobilisation par mois. Donc il y a aussi, ce qui explique aussi peut-être le malaise des maires aujourd'hui, alors il y en a plein, la sécurité, la répression, etc. Mais cette faible rétribution, entre guillemets, de l'engagement, puisque le mandat est souvent vécu plus comme un engagement, quasiment sur le mode associatif, plus que comme un mandat politique partisan. Merci beaucoup. On va passer à la question pour vous, monsieur Sueur. Après une vie dédiée au service des autres, vous avez occupé différents postes d'élus. Vous avez été maire d'Orléans, député du Loiret, secrétaire d'État chargé des collectivités locales et sénateur. Parmi toutes ces fonctions, laquelle ou lesquelles avez-vous préféré et pourquoi? J'ai déjà répondu à cette question qui m'a été posée par des journalistes. Je vais vous répondre. J'ai tout aimé. Tout. Parce que, vous savez, la vie, c'est quoi? C'est des projets que l'on a, des volontés, et puis des circonstances. Moi, j'ai été député dans une circonscription qui était, paraît-il, difficilement prenable contre le maire, député-maire d'Orléans d'ailleurs. Et voilà. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai adoré être député. Parce que j'ai partagé mon temps entre le travail législatif et la présence sur le terrain. J'ai adoré être maire. Je vais vous dire quelque chose. J'ai fait un livre sur Orléans et la préface se termine par cette phrase: les villes sont des êtres humains. Quand vous êtes maire et que vous perdez une ville, c'est comme si vous perdiez quelqu'un. Parce que vous y passez 70 heures par semaine, mais vous faites corps avec cette ville. Et puis même, il se trouve que j'ai vaincu les élections après avoir fait un tramway de 18 km. Et c'est très écologique. Et alors aujourd'hui, 95% des gens plébiscitent le tramway. À tel point que les gens qui m'ont battu sur le tendon au tram ont fait la deuxième ligne. C'est étonnant. Mais c'est pas grave. Quand on est élu, il faut faire ce que l'on croit devoir faire. Après, on peut être battu, on peut regagner. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que quand j'étais député, je ne réussissais pas à être maire. Quand j'étais maire, je ne réussissais plus à être député. Et quand je n'étais plus maire, j'étais sénateur. Donc ça va. En 42 ans, j'ai cumulé les mandats 1 an.
Alors, on vous dit toujours que c'est très bien que les mandats. Moi, je trouve que c'est pas bien du tout. Je vais vous dire, tiens, j'ai un bon ami qui est mort, Gérard Collomb, qui est le maire de Lyon. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il était sénateur en même temps que le maire de Lyon, président de la communauté urbaine. Alors, il venait chaque fois qu'il y avait un sujet pour Lyon. Vous savez, à Lyon, il y a l'OL, Olympique Lyonnais. Et le stade appartient au club. Mais il fallait faire 5 amendements pour que la puissance publique puisse faire des travaux tout autour, les réseaux, la voirie, tout ça. Elle me dit, je vais venir parce que je vais défendre des amendements. Très bien. Je lui dis, tu viens? Il vient. Et puis le débat prend du retard. Alors vers 18h, il me tape sur l'épaule comme c'est qui chantière. Je vais devoir repartir à Lyon, je suis désolé parce que je préside la communauté urbaine à l'époque. Tu veux bien, mais qui est-ce qui, à 1h35 du matin, défend l'OM? Moi. L'OM, c'est trop difficile pour moi. Et alors, je vous dis ça pour montrer qu'un mandat, quand vous le faites à plein, ça suffit à vous occuper. Mais je finis pour poser la question, si on est parlementaire, les députés ou sénateurs, il ne faut pas que ce soit une ligne de plus sur la carte de visite. Ah là là, c'est prestigieux d'être député ou sénateur. Non, il faut savoir que c'est un boulot et qu'il faut aimer passer ses jours et ses nuits à faire des amendements, à défendre des projets, à faire des rapports, à faire des commissions d'enquête. Quand je me suis tapé une commission d'enquête sur un personnage qui depuis le plus célèbre, je peux vous dire que ça a été des jours et des nuits de boulot. Il faut aimer ça. Et penser que quand on fait la loi, elle va s'appliquer. On dit souvent les lois changent tout le temps, c'est pas vrai. Prenez la loi de 1901. Vous avez en France aujourd'hui 1 500 000 associations. Les députés et les sénateurs qui ont fait cette loi, ils ne pensaient pas que 122 ans après, ça s'appliquerait à 1 500 000 associations. Un mot dans la loi est important, parce qu'il peut changer la vie des gens. Une loi sur les retraites et moins. Une loi sur le médicament, c'est remboursé, c'est pas remboursé, la sécurité sociale. C'est des choses concrètes, mais il faut vraiment s'y donner. Et si vous êtes parlementaire, je vous le souhaite, il faut vraiment aimer ça. Et alors là, ça devient très intéressant. Si on est là pour faire de la présence, c'est pour dire, voilà, je dans mon territoire, j'ai l'occasion de faire beaucoup de discours lors des inaugurations, c'est pas mal. Mais l'essentiel, c'est quand même d'être un législateur. Et puis votre loi, elle s'applique en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Voyez-vous, on a parlé tout à l'heure de la loi ATR. La loi ATR, c'est celle qui a créé les communautés de communes. Moi, j'ai présenté cette loi de 6 lectures sur 7 au Parlement. Heureusement que j'ai été maire, d'ailleurs, parce que le Sénat, c'est important pour eux. Eh bien, cette loi, sous le gouvernement de Michel Rocard, elle a été préparée par Pierre Jox, a été votée avec une voix de majorité. Moi, je deviens ministre, on me dit, tu mets ça dans un tiroir, il n'y a aucune chance. Je me bats, et au bout après avoir fait beaucoup d'efforts, elle a été adoptée avec 2 voix de majorité en Conseil municipal. Je me suis dit, ça va. Et si on avait raté ça, il n'y aurait pas une communauté de communes. Or, les communautés de communes sont un plus, à condition qu'elles soient au service des communes, et pas l'inverse. Il ne faut pas que le président se prenne pour un super maire qui régente tout et qui méprise ses collègues. Et au contraire, il faut bien sûr à leur service. J'arrête. Vous avez un peu de temps peut-être pour en parler. Si vous voulez bien, on va passer à une nouvelle section. On va parler un petit peu des. Vous n'êtes pas sur sa part, j'imagine, et j'espère que. On entend beaucoup parler des difficultés auxquelles font face les maires de France. Et donc, peut-être on a décidé d'en parler un petit peu et de vous interroger tous les 4. Avec peut-être un petit point de contexte en commençant par. Je l'avais déjà un peu parlé tout à l'heure, M. Dudon. Mais voilà, on constate que depuis quelques temps, beaucoup d'élus budgétaires, en tout cas ça s'est intensifié. Alors il y a un certain nombre de raisons qui sont avancées, plus grande technicité des dossiers, l'augmentation de la
ou encore le sentiment de dépossession dans un contexte de renforcement de la place prise par les intercos. Comment on en est arrivé là? C'est bien, c'est pas une petite question. Comment on en arrive à quoi? Voilà. Comment on en arrive avec décourageant, tout ça? C'est ça. Et alors, je passe le contrôle des voisins, des voisines. Le malaise des maires, moi je me souviens, j'avais fait une mémoire de maîtrise sur le sujet. C'était en 2000 déjà, le premier sondage en 98-19, avant les congrès de l'AMF, mettait en avant qu'une grande majorité d'élus, et notamment ceux qui finissaient leur premier mandat, donc ceux qui avaient été élus en 95, voulaient plus se représenter, et l'un des motifs c'était la responsabilité pénale. C'est-à-dire qu'il y avait quelques élus, quelques maires qui avaient été mis en cause, notamment dans la Somme d'ailleurs, on a un gros droit, je crois, un très chaud, c'est même un code. C'est ça. Il y a des élus en France qui ont été mis en examen et leur responsabilité pénale, alors qu'il s'agissait souvent d'une responsabilité involontaire liée à un accident qui survenait sur une aire de jeu, je crois. Et c'était présenté dans les sondages comme un facteur de découragement et de blues, de malaise des maires qu'on retrouve d'ailleurs quasiment à chaque élection municipale. 2020, vous l'avez souligné, c'était le cas aussi. On disait que l'intercommunalité prenait un poids très puissant et que ça décourageait l'engagement mayoral. Là, vous évoquez les agressions. Et ce qui est paradoxal, alors, je ne suis pas en train de minimiser le blues des maires, loin de là, c'est que malgré tout, ils repartent. C'est un paradoxe, finalement. Moi, j'avais regardé dans la Somme pour 2020, j'ai regardé commune par commune, parce que le piège, c'est que les données officielles ne mentionnent pas ceux qui sont battus, ceux qui ne se représentent pas, ceux qui se représentent les conseillers. Donc, des fois, ça biaise un peu. Vous avez à prendre chaque commune, regarder, croiser avec la presse locale, les données du ministère, les enquêtes partitionnaires et autres, et finalement, le taux de ceux qui repartent est quasiment stable. En 2001, il était même un peu supérieur à 95, et en 2020, il est stable. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un malaise. Je ne suis pas en train de dire tout ça, c'est une fiction ou autre. Mais j'ai envie de dire que le coût de l'engagement est très élevé, finalement. Parce que malgré tout, ce qui a été énuméré, intercommunalité qui prend du poids, donc perte de prérogatives, parlons des secrétaires de mairie, aussi les difficultés de recruter des secrétaires de mairie. Bon, même si le législateur a contribué à la revaloriser du statut tout récemment, c'est le binôme, le maire et son secrétaire de mairie. Bon, c'est souvent le seul agent administratif des petites communes. Donc, l'expertise, on va dire administrative, qui fait défaut. Les administrés qui ont des doléances, des attentes de plus en plus importantes, diversifiées, on l'a dit, parfois c'est des gens qui viennent de la ville, qui s'attendent à avoir les mêmes services, ils ont les mêmes exigences, une fois à la campagne, à l'égard de leurs propres élus. Bon. La question des fusions de communes, bon, il y en a très peu dans nos départements, mais c'est aussi un enjeu. Bon, quand est-ce qu'il faut fusionner, la question d'identité communale. Bon. Malgré tout, ils repartent. Et c'est là-dessus, c'est ça qui sera intéressant. C'est qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, eh bien, on n'a pas finalement une très peu de communes où il n'y a pas eu d'air. Parce qu'au départ, c'était ça qui s'est présenté. Il n'y aura pas de candidats dans certaines communes, il y a des communes qui ne sont pas administrées. Et finalement, elles le sont, et tant mieux. Mais à quel prix, si j'ose dire, d'engagement, de reconnaissance, de lassitude. Tout à l'heure, on parlait des maires. Effectivement, le maire rural ou périurbain, généralement, il n'a pas fait de formation. Il ou elle n'a pas fait de formation pour devenir maire. Bon. Ce sont des gens qui viennent de milieux sociaux très hétérogènes, là encore. Vous avez à la fois, on prend la Picardie, enfin le France, il y a à peu près 20% d'agriculteurs ou d'agriculteurs retraités. Vous avez une des caractéristiques, c'est qu'il y a de moins en moins d'employés d'ouvriers et d'agriculteurs. Alors les agriculteurs, on pourrait dire c'est un peu logique, ils sont moins nombreux dans la population active, donc forcément ça se répercute à la tête des mairies, mais il y a une montée en compétences, par contre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ce qu'on pourrait appeler des professions intermédiaires, des professeurs des écoles, souvent retraités, des techniciens, des contremaîtres, des informaticiens, des infirmiers, infirmières. Il y a une montée en compétences qui s'opèrent. Bon. Mais les catégories populaires, on va dire les petits agriculteurs, bon, les ouvriers non qualifiés ou qualifiés, les petits artisans, commerçants, se raréfient. Les professions indépendantes sont de moins en moins présentes à la tête des mairies. Pourtant, on pourrait présumer qu'ils peuvent peut-être
frère est dans les champs samedi, dimanche, voilà. Donc il y a une transformation, il y a un coût de l'engagement qui est incontestable. Et malgré tout, malgré les sondages alarmistes, les articles, les prises de parole, force est de constater qu'ils sont au rendez-vous. Et je pense que c'est ça qu'il faut interroger. C'est qu'est-ce qui fait que malgré tout, parfois il n'y a pas de candidat pour reprendre la succession. Et on peut imaginer aussi qu'un élu, quand il estime avoir bien fait le job, avoir rempli ses fonctions, il n'a peut-être pas envie de laisser non plus la mairie à celui ou celle qu'il estime pas être encore à la hauteur, ou candidature un peu farfelue, je ne sais pas. Donc c'est ça qui. Ça serait ma réponse à cette question, en fait, c'est une réponse qui est très vraiment une. Il y a un malaise, mais malgré tout, il n'y a pas une crise des vocations d'équipe. En tout cas, elle ne s'objective pas par un exit, une sortie de dire stop, il y en a marre, j'arrête. Malgré tout, il repart. Alors, avec quelles conséquences? Peut-être que les prochaines municipales. Une question pour vous, Madame Sousa. Aujourd'hui, au regard de votre expérience, peut-on vivre de ces fonctions d'élu local? Peut-on vivre de ces fonctions d'élu local? Financièrement. Est-ce qu'on peut en vivre? Ah non, moi je ne cherche pas à en vivre. D'abord, j'ai la liberté de pouvoir ne pas en dépendre. Donc c'est aussi une force. Parce que c'est mon préjugé sur d'autres en ont besoin pour vivre. Moi j'ai la liberté de pouvoir arrêter si j'ai envie d'arrêter parce que je ne dépends pas, parce que j'ai une activité professionnelle. La seule chose c'est que quand j'étais élu maire, je donnais des cours aussi dans un établissement en unité. J'ai arrêté donc, pour pouvoir m'engager. Bon, après l'indemnité, j'ai jamais cherché à me mettre à l'indemnité maximale. Moi, j'avais une règle. L'indemnité, j'ai pris celle qui existait avant et j'ai divisé par le nombre de maires et adjoints, enfin maires et les adjoints. Je n'ai pas cherché à augmenter l'indemnité. Je ne fais pas une priorité. Après, je peux comprendre que pour celui. Et après, quand j'étais élu au conseil régional, là pour le coup, ça commençait à devenir un peu compliqué pour mon temps, et donc j'ai embauché une personne pour assurer les missions que je n'étais plus capable d'assurer chez moi. Donc j'ai embauché personne. C'est sûr que là, si j'ai arrêté, du coup, je ne vais peut-être pas la licencier, donc je regarderai, donc je trouve une autre solution. Mais j'ai pas considéré l'indemnité comme étant un moyen effectivement de se rémunérer, de faire une carrière, enfin c'est mon point de vue. Et de ce fait-là, je considère que j'ai davantage de liberté. Alors sur juste un point par rapport à l'intercommunalité, c'est vrai que sur l'évolution entre le premier mandat et le deuxième mandat, c'est complètement différent. Je constate que c'est différent parce que le deuxième mandat, on prend l'intercommunalité a pris des compétences nouvelles et qui viennent finalement en moins dans la commune, puisqu'on fait la culture scolaire. Et du coup, c'est quand même une compétence forte quand on est commune rurale, quand on gère un RPC, que la compétence est partie à l'interco. Et l'interco a tendance, peut-être, malheureusement, à se gérer comme une boutique indépendante des communes. Et quand on est 71 communes, 90 délégués, quelle est la question? Et moi, j'aimerais que vous me fassiez un mémoire là-dessus. Ça m'intéresserait d'avoir un travail sur comment assurer la communication, la mobilisation et le management d'une interco quand il y a 71 communes, 96 délégués. On ne peut pas rester sur le format actuel, ça ne convient pas. Parce qu'il n'y a pas une prise en compte et une participation, une implication des élus dans la communauté commune. C'est tel que je le perçois. Parce que les délégués communautaires, ils arrivent, ils siègent souvent dans une commission, voire deux, quand elle est bien dans son créneau horaire de temps disponible. Et après, ils siègent au conseil communautaire où ils passent leur temps à voter sans avoir une connaissance réelle. Et je trouve qu'il y a à réfléchir sur la manière de travailler sur la communication et la manière de manager et de faire participer et de motiver sur le mode de management des interco. Et c'est vrai que moi je me suis battue, je me suis un peu battue contre l'interco, et c'est vrai qu'on se bat parce qu'ils voulaient fermer mon école. Donc c'est chiant. C'est compliqué, hein, quand l'éducation nationale ferme, finalement
Voilà, c'est pas grave contre l'éducation nationale, c'est pas le même combat. Et quand vous avez une intercour qui veut fermer votre école, quand un autre maire souhaite fermer votre école, je trouve ça catastrophique. Et donc je me suis améliorée. Et l'évolution entre les deux mandats, c'est que de ce fait-là, au regard de la prise de compétence de l'intercour, on s'est créé une association. On a créé une association avec 10 communes. Et on se retrouve à 10 communes parce que l'échelle est plus petite. Et on a un territoire partagé commun, une communauté de projets à l'échelle plus locale. Et c'est un échelon différent, pas pour faire un contre-pouvoir, mais pour pouvoir échanger entre nous à l'échelle de 10 sur les sujets qui sont portés par l'intercommunalité. Ça perturbe le président, forcément, l'intercommunalité. Mais d'ailleurs, on s'est dit, c'est le seul moyen, à un moment donné, pour créer une convivialité, au-delà simplement d'être voisin de chef dans le conseil communautaire. Merci. Monsieur Ballon, le 19 novembre 2023, Xavier Nicolas, qui est maire de Senonches en Eure-et-Loire, commune de 3000 habitants, confiait au journal Lyon qu'il songeait à arrêter ses fonctions de maire après 25 ans de mandat, en évoquant une fonction, je le cite, de plus en plus chronophage. Nous on demande de plus en plus au quotidien d'un maire, c'est d'être en réunion toute la journée. Alors je me dis que c'est un petit peu caricatural, mais de votre expérience, est-ce que c'est ça le quotidien d'un maire aujourd'hui, c'est être constamment demandé, être constamment en réunion, devoir trancher? Alors, il y a 2 temps. Moi, je suis élu depuis 2015, donc l'élection. C'est différent quand vous êtes sur le premier mandat, premier mandat, vous installez et vous n'avez pas d'école de formation et le quotidien ne s'apprend pas. Donc vous apprenez du jour au lendemain l'école, les usages, donc vous confiez votre bureau, vous confiez un certain nombre de dossiers. D'ailleurs, le dossier que vous reprenez de votre prédécesseur, la plupart c'est d'ailleurs qui coupait le ruban d'un projet qui a été initié par votre prédécesseur. Donc vous prenez le package et les cadavres dans le placard. Donc ça c'est compliqué. C'est ce qui explique peut-être aujourd'hui que certains jettent l'éponge, certainement pour le mandat. Et ça pour revoir ce que vous disiez, c'est ce côté schizophrène, malgré la charge de travail, on repart. Moi, à titre personnel, je ne sais pas si en 2026 je repartirai, ça dépendra d'un certain nombre de choses. Il n'empêche que oui, la charge de travail est importante. Mais quand vous êtes sur votre deuxième mandat, vous commencez déjà à avoir des codes, des usages, une expérience en effet qui vous motive. Donc vous rentrez au costume. Les réunions, après, il s'agit de codifier ou de hiérarchiser les réunions qui sont importantes ou pas. Puisque moi, les problématiques auxquelles je suis confronté, là où je pèse, c'est plus sur l'administration, en fait, qui nous... on parlait aujourd'hui des administrés qui sont de plus en plus consommateurs de services, etc. Oui, c'est vrai. N'empêche qu'aujourd'hui, les problématiques, c'est plus l'administration avec lesquelles on les rencontre. Et ça, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il s'agit de hiérarchiser, de prioriser les réunions auxquelles vous devez faire face, celles qui sont certainement le plus impactantes pour votre commune, les plus stratégiques. Un petit exemple, on parle beaucoup d'intercommunalité. Moi, je suis rattaché à l'agglomération. Et certains, en 2017, ça m'a fait tout drôle de passer d'une petite commune à 15 communes à un mastodonte de 53, où vous êtes forcément dilué, dissous dans une assemblée où votre voix compte plus beaucoup. Donc aujourd'hui, vous avez non pas cette défiance, mais vous priorisez, bien évidemment, vous hiérarchisez les réunions. Je plaide coupable, c'est sûr que sur des réunions, des bureaux communautaires ou des commissions communautaires, voilà, si je dois prioriser ne serait-ce qu'un conseil d'école avec mes instituts et une commission communautaire, mon choix est vite fait. Voilà, je priorise de toute façon mon engagement sur le terrain. Donc oui, la vie est difficile, d'autant plus difficile quand vous êtes salarié également. Il y a un équilibre de vie qui n'est pas simple, bien évidemment l'aspect privé qui rentre en ligne de compte parce que vous êtes marié avec une épouse, mais vous êtes aussi marié avec votre mairie. Et c'est pas simple. Donc,
Voilà, c'est un équilibre. Et aujourd'hui, un maire qui est serein et qui prend son pied dans sa fonction, c'est un élu qui aujourd'hui recherche ses équilibres. Merci beaucoup. On va passer à une question pour vous, M. Schuller. La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a été adoptée lorsque vous étiez secrétaire d'État chargé des collectivités locales. Cette loi a notamment introduit le droit à la formation des élus. Pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel cette évolution législative s'est-elle inscrite? Oui. Il y a un refrain, il faut un vrai statut pour les élus locaux. Et alors, depuis 42 ans que je suis élu, même avant, j'entends ça. Alors, quand j'ai été secrétaire d'État aux collectivités locales, j'ai fait une loi, qui est la loi du 6 février 1992, c'était au siècle dernier, qui introduit 3 points. Premièrement, pour les élus, une augmentation des indemnités. Deuxièmement, un droit à la formation. Parce que quand vous devenez maire ou adjoint, vous ne connaissez pas les questions d'urbanisme, de finances locales, c'est pas du tout évident. Et puis troisièmement, un droit à la retraite. D'ailleurs, je m'étais battu pour que ce soit une retraite par répartition, mais bizarrement, là, j'ai pas réussi, c'est une retraite par capitalisation. Bon, ça marche. Et après, ça s'est développé. Et en 2012, j'ai fait une nouvelle loi avec Madame Jacqueline Gouraud. C'était au Sénat, vous savez, on travaille souvent entre des gens qui n'ont pas les mêmes appartenances politiques. Oui. À l'Assemblée, on s'oppose. Au Sénat, on se parle. Ça n'empêche pas de faire des oppositions politiques. Et nous avons fait une loi pour améliorer le statut des élus locaux. Et il s'est passé quelque chose d'ailleurs d'étonnant, c'est que, comme on nous a dit, les petites communes, les maires des petites communes, ils n'ont pas les moyens, etc., on a inscrit dans la loi que pour les maires de moins de 3500 habitants, eh bien, ils toucheraient automatiquement l'indemnité au niveau le plus élevé possible pour la tranche. D'accord? Et donc on était tout contents de faire voter ça, on s'est dit qu'ils seront contents. Patatras, l'association des maires de France nous dit ça ne va pas du tout. On a des tas de protestations de maires qui, comme vous, cher ami, n'ont pas voulu un choix. Moi c'est pareil, quand j'étais maire d'Orléans, dans mon deuxième, oui, parce que l'indemnité de maire n'était pas grande, et j'ai dû reprendre mon travail à l'université parce que je ne voulais pas augmenter l'indemnité. Je trouvais que ce n'était pas bien. D'un autre côté, il faut se décomplexer. Par rapport au nombre d'heures que vous y donnez, c'est souvent presque un plein temps, c'est pas anormal qu'il y ait une indemnité qui soit correcte. Vous savez, les gens qui étaient contre l'indemnité parlementaire à l'Assemblée nationale, c'était naturellement des gens qui n'en avaient pas besoin. Mais si on voulait que des gens plus modestes deviennent députés, il fallait mettre une indemnité. Donc, c'est un combat constant que de favoriser les conditions d'exercice des mandats locaux. Maintenant, il faut dire que quand on cumule les mandats de maire et intercommunalité, on a des exécutifs, ça s'est quand même amélioré. Mais je voulais dire sur les intercommunalités, c'est un sujet compliqué. Vous savez, il y a un certain temps, je me disais, on a des piles d'assiettes, vous savez, le millefeuille, vous avez déjà entendu ça. On a la commune, l'intercommunalité, la communauté de communes, la métropole, le département, la région. Ça fait 4 niveaux. On a l'État et on a l'Europe, ça fait 6, et puis on a encore des pays. Moi, je suis pour la suppression des pays, puisque c'est des organismes qui font encore des réunions et qui, en fait, répartissent l'argent de la région. Autant contractualiser entre la région et les communautés. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être ce que sont les pays? Les pays, ça a été créé par Charles Pasqua. C'était, en fait, des territoires plus grands que les communautés.
communautés de communes pour faire des projets. Et enfin, aujourd'hui, c'est devenu complètement inutile. Donc, moi, je n'ai pas peur de le dire. Et une des choses qui rend la tâche devenu trop compliquée, c'est qu'il y a trop de réunions. Moi, je dis aux préfets et sous-préfets, arrêtez de faire des réunions aux heures du matin à la préfecture. Les élus, il y a ceux qui sont... Il y a trop de réunions et c'est trop dilué. Moi, je trouve que dans une commune, il peut y avoir une commission, puis le conseil municipal, très bien. Dans une communauté, même chose, et puis stop. Il ne faut pas que ça devienne, qu'on soit complètement pris par la réunionnite. C'est très important. Et moi, j'avais presque pensé que ça se réglerait comme ça. Au XIXe siècle, la France s'est construite, la France territoriale, autour de deux niveaux. Les communes, les départements. Je me suis dit, au XXIe siècle, ça va être les communautés et les régions. Eh bien, j'avais tort. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est d'abord qu'on a fait des grandes régions, je ne sais pas si vous êtes pour. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi le Cantal et la Haute-Savoie étaient dans la même région. Bon, et je ne sais pas comment vous vivez ça ici, dans les Hauts-de-France, mais je crois que ce n'était pas nécessaire de faire des grandes régions, parce que les grandes régions ont redonné du pouvoir au département. Parce que quand vous avez une région qui est immense, qu'est-ce que vous faites? Et la tendance, c'est de mettre un rectorat à Lille et un autre à Amiens, quoi. Bon, parce que ça doit être une grande région, il y a des réalités. Et puis, à un moment, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très connu. Pierre Mauroy, qui était le premier ministre de François Mitterrand, en 81, m'avait dit tout ça, c'est 36 000 communes, c'est archaïque. S'il avait tenu qu'à moi, j'aurais fait comme cet ailleurs, on aurait réduit ça à 2 000 communes, qui sont plus grandes, plus fortes, plus costauds, mais il y a quelqu'un au-dessus de moi qui ne m'aurait jamais laissé faire ça. Parce que François Mitterrand, il avait un lac à Pont-Sauge, il était maire de Château-Chinon, et il était beau. Et moi, je pense qu'il avait raison. Parce que on peut avoir tous les discours qu'on veut, les gens, ils font corps avec leur commune. C'est pas demain la veille qu'on supprimera les communes comme des départements. Les communes, vous voyez, il y a des lois sur les fusions de communes. Bon, ceux qui ont fait cette loi sont venus moi. Écoutez, moi je vais la voter. Dès lors que les gens, les élus en veulent. Mais je ne vais pas faire de propagande. Parce que souvent, ça ne se passe pas si bien que ça. Parce qu'on fait corps avec la commune. Et là où ça a été fait artificiellement, ça ne se passe pas bien. Donc ce que je crois, c'est que bien sûr, il faut garder les communes. Il faut que l'intercommunalité soit au service des communes. Et je crois qu'en commençant par les métropoles, il y aura quand même une évolution. Je ne comprends pas pourquoi, si les communautés ont un tel pouvoir, prélèvent la plupart des impôts, décident de la plupart des décisions, pourquoi on n'élit pas au suffrage universel? Parce qu'une fois qu'on aura élu le président de la communauté de... je ne dis pas de la communauté de communes, à mon avis, ce n'est pas mûr maintenant, mais de la métropole. Vous comprenez? Si ça fait 1 million d'habitants, pourquoi on vote au suffrage universel direct dans un village de 30 habitants et qu'on trouve qu'on ne pourrait pas le faire dans une métropole de 1 million d'habitants? Ça, je ne suis pas compris. Et Gérard Collomb, justement, je parle de lui, je en parlais tout à l'heure, il a quand même réussi avec Michel Mercier à faire ça à Lyon. Simplement, il faudrait le faire mieux. Et ça, c'est une autre question. Parce que je vais trop long. Donc, Gérard Collomb, le maire de Lyon, le ministre de l'Intérieur, je l'ai retrouvé décédé récemment. Monsieur Lyon, j'ai encore peut-être à confier. Comment les intercommunalités, parce que là, donc, vous en avez tous parlé, donc ça a l'air je pense qu'on a tapé juste, c'est un sujet qui nous préoccupe, en tout cas qui est central dans vos mandats. Comment les intercommunalités ont-elles gagné progressivement en importance, et particulièrement dans les territoires locaux, de leur création à l'eau? Déjà par le budget, qui sont relativement conséquents. Aujourd'hui, une grande partie des potentialités budgétaires sont à l'échelle des communautés
la com étant la figure la plus répandue, de baisser la fiscalité propre, par les compétences, les transferts progressifs, ça a commencé quelques compétences obligatoires, puis des compétences fonctionnelles. Aujourd'hui, Madame Bouvard l'a dit tout à l'heure, je crois, les scolaires est de plus en plus souvent devenu une compétence communautaire. Par aussi le fait que les formules XXL dans la Somme, dans la côté de commune sud-ouest, par exemple, qui fait plus de 80 communes, me semble-t-il, c'est énorme. Ça a changé aussi les pratiques de vote, donc on pense ça, parce que il me semble qu'on vote en électronique, en vote admis, puisque toutes ces réformes territoriales, les modes de scrutin, alors nous avons pas le fléchage qui est valable que dans les communes de plus de 1000 habitants, la question qui se pose, c'est ce grand décalage entre d'une part des intercommunalités qui prennent de plus en plus de compétences, de prérogatives. Oui, le fléchage, pardon, c'est que lors des élections municipales, dans les communes de plus de 1000 habitants, on vote le même jour pour les conseillers municipaux, les futurs membres du conseil municipal, et en leur sein de la liste, pour les futurs délégués communautaires. Alors ça répond à des règles aussi assez strictes, d'arithmétique, il faut être situé dans une liste, voilà, et de parité, évidemment. Mais dans les plus petites communes, les moins de 1000, il s'agit du maire, quand il n'y a qu'un seul représentant, c'est l'ordre hiérarchique, on va dire, d'arriver. Donc le maire, s'il y a 2 sièges de délégués communautaires, on descend au premier adjoint, s'il y en a 3 au deuxième. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est ce décalage croissant entre d'une part des lieux de décision, des espaces de décision publique, de politique publique qui ont absorbé du budget, de l'expertise aussi. Aujourd'hui, c'est aussi des charges de mission, des chefs de projet, enfin, il y a une matière grise, si on peut dire, des ressources d'expertise. Il y a des compétences, etc. Et des espaces de représentation politique, puisque les élus, on l'a dit tout à l'heure, continuent d'être élus d'abord dans la commune. Et surtout, un éloignement. On avait travaillé avec les étudiants sur ce petit ici d'Amiens il y a 2 ans. On avait interrogé les Amiens sur ce qu'ils connaissaient réellement des institutions et des acteurs politiques locaux. Alors, je crois de tête, c'est plus de 70% des interrogés, on a interrogé 500, on a fait des questionnaires en face à face chez l'habitant. Bon. Il n'y en a que 20%, qui savent qu'Amiens Métropole est une communauté d'agglomération. Pour beaucoup, c'est Amiens Métropole, donc c'est une métropole. Autant 80% des interrogés connaissent le nom de la maire d'Amiens, puisqu'évidemment, on leur demandait pas, comme dans certains sondages, seriez-vous capable de nous dire le nom? Parce que chacun regardait la face dans l'échange. Oui, bien sûr. Question suivante, seriez-vous capable de nous dire? Et on dit, wow, formidable, c'est démocratisé, 85% des élèves sont capables de nous dire le nom du président d'Amiens Métropole. Bon. Or, il n'en est rien. Quand on descend, quand on monte à l'échelle intercommunale, plutôt, autant 85% des élèves connaissent le nom du maire, on descend déjà à un peu plus de 50% pour le nom du président de la métropole. Voilà, parce qu'il ne vote pas pour lui. Et quand on prend le VP transport, on avait volontairement pris le VP transport parce qu'il avait été très exposé médiatiquement avec la redéfinition du tracé du bus, etc. On est à moins de 2%. 2% des Amiénois connaissent le nom du VP transport. 0,5 du VP culture. Alors on pourrait dire, bah oui, mais si on avait fait ça sur la région, peut-être qu'on aurait eu, sur le département, peut-être qu'on aurait eu des scores quasiment identiques. Bon. Il n'empêche quand même que, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Sueur, il y a le débat sur les projets structurants de l'agglo sont finalement peu portés à la connaissance des administrés. Puisque pendant les campagnes électorales, et ça se comprend, puisque la circonscription électorale reste la commune, que font les candidats ou les élus sortants? Eh bien, ils vont présenter des thèmes, entre guillemets, municipalistes. Bon, sans préciser d'ailleurs parfois que ça relève en fait d'une compétence intercommunale. À Amiens, il y avait des débats sur les transports. Bon, il fallait vraiment savoir que la compétence transport était à Amiens Métropole. Les candidats font comme si ils s'imputaient encore les réalisations d'intercommunalité, puisque en même temps ils sont pris dans un jeu de tension. Allez dire à vos administrés, bon, on va solliciter des suffrages, prenons le cas par exemple du milieu rural. Bon, ben vous savez, la compétence X, Y, Z, c'est l'interco. Et puis ça, c'est pour les métropolitains, par exemple. Bon. Et les gens vont dire, bah, attendez, pourquoi je vais aller voter pour vous? Vous êtes en train de dire, finalement, vous n'avez quasiment plus de pouvoir, toujours à l'intercommunalité. Bon, donc vous êtes demandé d'aller voter, de prendre un peu de montant, de départager la liste 1, 2, 3.
Donc c'est très complexe. Les élus sont dans des jeux de tension comme ça, entre les deux échelles, interco, municipal. S'ils sont trop présents à l'intercommunalité, M. Sueur parle de cumul de mandat, un maire ou une maire qui est aussi VP du COP de com, par exemple, là c'est beaucoup de réunions de travail, il y a des commissions, il y a des bureaux. S'il est trop présent à l'interco, que se passe-t-il dans la petite commune rurale où il est maire? Ah ben je viens voir le maire, ah il n'est pas là, il est à la COP de com. Ah ben il n'est jamais là, il n'est jamais là quand on a besoin. Bon, les élus aujourd'hui doivent se démultiplier. C'est-à-dire que si vous êtes trop investi dans l'interco, vous endossez quasiment la figure, vous arborez la figure du technocrate, en se disant, bon, bah, finalement, on n'est pas assez bien pour lui, il ou elle est toujours dans les cercles intercommunaux avec le président, et puis les chargés de mission, les techniciens et autres. Et si vous n'êtes que dans la commune et que vous n'allez pas à l'intercommunalité, vous pouvez aussi essuyer le revers de la critique suivante. Ah ben on n'aura jamais un city stade, on n'aura jamais un, parce que le maire, il n'est jamais là-bas. Ou il a peur pour la parole en public, ou il ne connaît pas les dossiers. Il faut savoir quand même que, je ne conclue là-dessus, le rôle d'élu local, du milieu rural, c'est profondément transformé. Et je crois que c'est monsieur qui l'a abordé tout à l'heure, ou madame. Vous recevez avant le conseil communautaire un pavé de délibération qui vont être soumis à votre vote. Bon, si vous n'êtes pas membre du bureau ou membre d'une commission thématique, et on ne peut pas être membre de toutes les commissions, on ne peut pas se démultiplier, eh bien vous êtes obligé parfois de vous prononcer sur des projets que vous n'avez pas eu le temps d'instruire dans le détail et qui concernent parfois des implantations dans des communes qui sont très éloignées, et votre voix va compter autant que celui des autres conseillers communautaires. Donc il y a tout un travail d'instruction. Et que font les élus? Vous êtes en face souvent d'élus chevronnés, parce que souvent le PP, il est aussi conseil départemental, l'autre, c'est des élus ou le conseil régional qui ont de prendre la parole en public. Et le maire de petite commune qui dit, bon, là-dessus, sur ce dossier-là, je vais peut-être poser une question. Quand il se fait remettre en place poliment ou moins poliment, croyez-moi, la deuxième fois, quand 80 personnes dans ses idées, il a plus trop envie de se faire oublier la deuxième fois. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va peut-être aller tenter au coup à boire à la fin, ou dans des petites interactions voilà, en coulisses. En fait, c'est quoi ce dossier? Parce qu'il y a un coût de prise de parole qui n'est plus le même au sein du conseil municipal. Donc, généralement, le maire ou la maire est quand même en position dominante. Il a son secrétaire, etc. Donc, c'est une transformation profonde. Voilà. Je garde le point, je passe. Et une question pour vous, M. Palin. Ça va permettre du coup de rebondir sur ce que vous venez d'évoquer. Quelle place pour les maires des communes rurales dans un contexte d'accentuation de la place des intercommunalités? Pour rappel, du coup, vous êtes maire de la ville de Aisne et vous avez évoqué tout à l'heure votre communauté qui est celle de Beauvaisis, qui contient 53 communes, forte de plus de 100 000 habitants et qui a 101 conseillers communautaires. Comment faites-vous? Alors aujourd'hui, c'est difficile, bien évidemment, puisque, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes noyé dans un amas. Il y a plein d'interactions qui jouent. Ici, justement, vous vous retrouvez dans un hémicycle, noyé dans une foule, où il est très difficile de jouer les poules. Beaucoup de maires me disaient, on n'ose pas prendre la parole, c'est difficile avec des élus déjà imposés, de pouvoir vous imposer. Et puis, vous rentrez également, quand vous êtes à cette échelle de l'agglomération, dans des jeux politiques dont vous n'avez pas forcément l'habitude. À titre d'exemple, ma présidente actuelle était, il y a encore quelques temps, ministre. Vous rentrez avec des animaux politiques. Aujourd'hui, il est difficile de faire sa place parce que vous commencez à rentrer dans des diatribes, des combinaisons auxquelles vous n'êtes pas forcément habitué. Donc il faut pouvoir jouer les coudes avec quelquefois de la maladresse, sans forcément aussi avoir les codes, les usages, et vous démontrer au préalable votre volonté d'avancer par ce que vous proposez sur le terrain. En tout cas, moi, ma place, entre guillemets, de conseiller dédié au tourisme, j'ai eu par rapport à ce que j'ai produit sur le terrain. Voilà. C'est un espèce de repérage, un espèce de casting que vous avez au préalable par l'exécutif. Et il est difficile aujourd'hui de faire sa place, de faire son trou dans une agglomération aussi importante, parce que vous n'avez pas forcément les codes, et puis vous n'avancez pas de la même manière et au même rythme. C'est très compliqué. Et puis, comme je disais, il y a des sujets sur lesquels on est à des années-lumière
aujourd'hui, d'ailleurs, administrer, vous n'avez pas les compétences, je ne suis pas certain de savoir ce que c'est. En tout cas, moi, pour avoir fait un sondage, et pour dire à mes administrés qu'est-ce que pour vous l'agglomération de Beauvaisis, c'est une poubelle. Parce que vous avez la poubelle, le logo sur la poubelle, et puis ça s'arrête là. Donc c'est aujourd'hui difficile de faire exister l'agglomération au sein de votre territoire, et c'est aussi difficile pour un petit élu de pouvoir coexister au sein du grand ensemble. Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tous ensemble, on va regarder une courte vidéo qui dure à peu près 3 minutes. Voilà, pour un petit peu de contexte, donc c'était mercredi dernier, le président de la République Emmanuel Macron a accueilli environ 1000 maires à l'Élysée. Dans le cadre donc, de la semaine dernière, se tenait le 105e congrès des maires et présidents de communautés de France. Et donc, on va l'écouter. Quand le pire arrive, on fait très bien. Quand on a eu le Covid, tout le monde a été au charbon et on a glorifié le couple maire-préfet. Quand on a des inondations, des tempêtes, des attaques terroristes, etc., les choses se mettent en ordre de bataille de manière incroyable. On a le couple maire-préfet. Ça fonctionne. Et tout le monde est derrière avec un objectif simple et on avance. C'est exactement ce système qu'on doit remettre en place. Et c'est cette réforme de la déconcentration qu'on doit faire. Un chef de tous les services de l'État, quel qu'il soit, l'obligation des agences de mettre sous l'autorité du préfet leurs services locaux, et la possibilité donnée au préfet avec vous de déroger. Ce qui suppose aussi de clarifier nombre de nos textes et de sortir de logiques de moyens pour aller vers des logiques d'objectifs, de donner plus de souplesse au niveau local sur les moyens, et ça c'est un chantier qu'on va devoir ouvrir tous ensemble, d'être courageux sur la responsabilité pénale des décideurs locaux, qu'ils soient élus ou fonctionnaires. Il n'y aura pas de simplification de la décision publique et de déconcentration si nous n'ouvrons pas ce sujet. Je le disais tout à l'heure à David Lisnard. Mais là, on va devoir tous se battre parce que c'est pas forcément évident pour beaucoup de nos compatriotes. C'est pas une culture de l'irresponsabilité que je défends, loin de là. Mais je prenais l'exemple des fameux protocoles sanitaires quand on a rouvert les écoles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'ai l'impression que oui. Et moi, j'ai vécu parce que, au début, Caroline s'en souvient, j'étais chez lui. Je me battais parfois tout seul avec quelques-uns d'entre vous, parce que tout le monde disait on va ouvrir les écoles le 11 mai, je m'en souviens. On est confiné. C'est quand même personne ne savait où on allait. Je me félicite qu'on ait été l'une des premières nations à rouvrir. Le protocole, il faisait 2 pages au début. Il a fini à 80 pages. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pour des tas de bonnes raisons. Parce que les directeurs d'école, beaucoup de maires sont revenus vers l'État en disant attendez, clarifiez ce truc-là, sinon ça va être ma responsabilité. Et le processus qui s'est joué dans la préparation des interactions, c'est que tout le monde, avec les meilleures intentions du monde, pour les meilleures raisons du monde, a produit un texte très long parce qu'on lui a fait couvrir tous les cas de figure pour que le maire, pour que l'instituteur, pour que le directeur d'école ne puisse pas être attaqué ensuite par des parents d'élèves ou par telle association au pénal parce que tel enfant a été infecté. Et donc, c'est la faute à personne et la faute à tout le monde. Mais c'est que la responsabilité pénale a inhibé l'initiative et a complexifié le droit parce qu'on veut tout mettre dans le texte pour couvrir tous les sujets. Et donc, on doit ouvrir absolument le chantier. Mais en substance, ce que disait Emmanuel Macron, d'abord 2 sujets. Il nous parle du couple maire-préfet. Et ça va donner une première question pour M. Schiller. L'année dernière, lors de la 32e convention des intercommunalités de France, Elisabeth Borne, donc notre première ministre, s'était réjouie du renforcement du tandem entre le préfet et le président de l'intercommunalité, estimant qu'il s'agissait d'un couple moteur pour l'action publique. Or, mercredi dernier, comme on vient de le voir, le président de la République insistait sur l'importance du couple maire-préfet. Alors, moi j'ai une question simple, on s'y perd un peu finalement. Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt le couple maire-préfet ou le couple préfet-président de la République? Je crois qu'il faut s'entendre, quelles que soient les considérations. Vous savez, Emmanuel Macron, qui est donc la
cette particularité de n'avoir jamais été élu local. Et ça tranche avec quelqu'un comme, je ne vais pas faire, vous voyez, je ne vais pas être partisan, comme François Mitterrand ou Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, il était maire de Paris, certes, mais une fois dans la Corrèze, François Mitterrand dans la Nièvre, et même Nicolas Sarkozy à Neuilly. Mais un jour, il a dit, il y a trop d'élus locaux. Moi, j'étais très lâché par ça. Parce que il existe de bonne foi, il disait tous ces gens-là, c'est trop, il y a 550 000 élus locaux. Moi, ça m'a aidé dans une campagne sénatoriale. J'arrivais dans une commune où il y avait 9 conseillers municipaux, et une commune de 150 habitants. Et est-ce que vous pensez que vous êtes trop? Que ce serait mieux si vous étiez 7 ou 6 ou 5? Et je vais vous dire, les 550 000 élus locaux que compte la France sont une infinie richesse. Parce que moi j'ai vécu cela comme maire, comme sénateur, au sein du conseil municipal. Les gens qui sont là autour de la table, ils connaissent chaque chemin, chaque rue, chaque ferme, chaque commerce, chaque maison. Et quand on parle du maire. Est-ce que ce serait bien de remplacer ça par des technocrates? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est une grande richesse. Mais alors, il y a le problème de l'articulation avec les communautés de communes. Donc, au début, il y avait beaucoup de communautés de communes qui trouvaient que c'était bien d'être dans les 5-6 000 habitants. Et puis, on a évolué, on est plutôt aujourd'hui au niveau 15 000. Sauf dans les endroits très peu peuplés ou dans les montagnes, où on peut avoir des communautés de communes de 5 000 habitants. Alors, ça a été critiqué. Mais d'un autre côté, ce qui est important dans une communauté de communes, c'est que pour un territoire, vous puissiez avoir une action économique, une action d'aménagement du territoire. Et si vous ne pouvez même pas payer une personne pour animer votre développement économique, franchement, ça ne sert à rien. Donc je crois qu'il y a un autre argument. Moi, je vois un département, le mien, mais c'est pareil dans beaucoup de départements, vous avez une métropole. Elle compte 200 000, 150 000, 200 000, 300 000 habitants. Si, à côté de la métropole, vous faites des communautés de communes de 5 000 habitants, elles n'ont pas de pouvoir. Elles sont écrasées. Tandis que si elles font 20 000 habitants, si vous avez une dizaine de communautés de communes fortes, moi je suis pour une action commune entre les présidents des intercommunalités. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, même l'urbain-rural, c'est plus compliqué que ça. Hein, on est bien d'accord. Tout le monde est un peu urbain, tout le monde est un peu rural. Voilà. Donc, ce que je crois, c'est que se posera nécessairement la question de la démocratie dans les intercommunalités. On vote pour la commune, on vote pour le département, on vote pour la région, on vote pour la France, on vote pour l'Europe. Simplement, je le ferai par palier. On a commencé par Lyon, je ferai les métropoles. Je ne suis même pas sûr de faire toutes les communautés d'agglomération, parce que je vais vous dire, nous, législateurs, on n'a pas été bons. Pourquoi? Parce qu'on a été des on a écouté des associations d'élus qui nous ont dit ah ben, il faut baisser les seuils pour faire des communautés d'agglomération. Alors on a des communautés d'agglomération où il y a 0 agglomération, où il y a plein de petites communes. Et ça ne tient pas. C'est absurde. Le cas de Reims, vous avez Reims, vous avez 100 communes tout autour. Ce n'est pas l'agglomération. Je crois qu'il y a l'agglomération et il faut le territoire rural, les moyennes communes structurées. Il faut que ce soit clair. Dans un premier temps, je crois qu'il faut faire, parce que ne pas faire suffrage universel dans les métropoles importantes, franchement, c'est une erreur. Puis on verra petit à petit si on peut l'étendre aux communautés de communes. Vous savez, la loi ATR, donc les communautés de communes, ça s'est mis en œuvre en 10 ans. En 10 ans, pratiquement, ça a concerné 90% des communes. Par un choix volontaire des maires, parce que ça n'a pas été imposé. Et il y a eu une loi pour les quelques pourcents qui restaient à la fin. Mais il a fallu 10 ans et au total 20 ans. Un jour, Manuel Valls est arrivé au Sénat. Et
et à l'Assemblée. Il a dit en 2022, il n'y aura plus de département. Je lui ai dit, mon vieux, tu ne seras plus premier ministre, et même tu n'existeras plus comme encore des départements. Il faut savoir que le temps politique est court, et que le temps de collectivité locale, il s'inscrit dans une vraie histoire. Et ça, on ne peut pas non plus le dire. Merci beaucoup. On va passer à une question pour vous, Madame Poupard. Qu'est-ce que cela vous évoque lorsqu'Emmanuel Macron explique que, je cite, la responsabilité pénale a inhibé l'initiative et a complexifié le droit? En fait, après, je pense que ça dépend des échelles, mais à mon niveau, moi, j'ai pas été confrontée à des problèmes de ce niveau, donc en fait, tant qu'on n'est pas confronté, on ne se pose pas la question. En revanche, j'ai un collègue maire qui a été 6 heures en interrogatoire parce qu'il avait curé un peu trop un fossé. Donc, ça c'est. Parce qu'en fait, on a 6 heures d'interrogatoire, comme s'il était, entre guillemets, un délinquant, parce qu'il a curé un peu trop un fossé. Et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est. En fait, le maire, quand il le fait dans le sens de l'intérêt commun, et il ne mesure pas l'impact, effectivement, il ne connaît pas, nul n'est censé ignorer la loi, mais il n'est pas au fait de cette exigence environnementale, et quand il le fait, il accentue la réalité des choses, et on voit ce que ça donne, parce qu'en fait, du coup, que personne n'osait curer son fossé, et on voit, moi j'habite sur le Marcanterre, et on voit que le défaut de curage est le premier élément qui explique les inondations que l'on a pu connaître. Donc, personnellement, moi j'ai pas été confrontée à cette responsabilité-là. En revanche, là, pour moi, l'enjeu de demain, c'est la mer, c'est d'avoir, pour repartir, c'est d'avoir un bon secrétaire de mairie ou une bonne secrétaire de mairie. C'est un duo avec qui on doit travailler et une capacité à manager le personnel. Je pense que, dans la mesure où on n'a pas des services qui vont bien, je pense que les deux qualités, c'est d'avoir une secrétaire de mairie compétente, sur qui le maire peut se reposer, surtout dans le côté administratif, et d'avoir effectivement cette compétence en management du personnel. Moi, quand je suis arrivé maire, le maire précédent, il m'a dit j'en dors plus la nuit. Il n'en dormait pas par rapport à la responsabilité pénale, c'était du quotidien, ça veut dire qu'il ne supportait plus ce secrétaire de mairie. Et un point tel, donc voilà, et le personnel en général dans les communes. Et c'était la gestion du personnel qui posait des problèmes majeurs dans la volonté de repartir ou pas. Donc, moi j'ai endossé, mais c'est vrai que la première chose que j'ai faite, c'était effectivement de changer les fiches de poste du personnel. Parce qu'ils étaient arrivés dans un système où c'était eux qui devenaient décisionnaires de ce qu'ils voulaient faire. Et c'est pas facile, la compétence management personnel, c'est pas forcément ça. Et moi, ma mission, en gros, c'était de licencier la secrétaire de mairie. Donc, licencier les fonctionnaires. Donc, c'est le parcours du combattant, on a réussi à aboutir. Mais on n'est pas aidé, globalement. Moi, j'ai demandé qu'on m'aide, j'ai demandé au Trésor public, ils étaient incapables, j'ai demandé au centre de gestion de la fonction publique, j'ai réussi à avoir une oreille, bon, je ne sais pas le centre de gestion de la fonction publique, mais j'ai eu une oreille attentive. Mais c'est pas facile. On a beau, je ne sais pas s'il existe une formation comment licencier les fonctionnaires, je pense pas que ça existe. Mais je pense qu'il faudrait revoir le statut, on change de sujet, mais pour revoir aussi le statut du personnel dans les communes. Parce que j'ai voulu embaucher un agent, j'ai renouvelé du personnel finalement, j'ai embauché un nouvel agent et je ne pouvais pas le rémunérer comme je voulais. Il fallait que j'applique la grille. Je trouve ça, à un moment donné, on est contraint par une réglementation, je trouve, qui ne s'applique plus aujourd'hui, qui est ancienne, notamment sur le statut de la fonction publique telle qu'elle s'applique. C'est le point sur lequel, le point de fragilité, c'est la gestion du personnel qui
qui peut être le point de fragilité aujourd'hui et la capacité de disposer d'un secrétaire de mairie compétent. Rapidement, vous diriez que les contraintes auxquelles vous devez faire face, elles sont déconnectées des enjeux du terrain. Quand vous parlez par exemple des contraintes liées au statut de fonctionnaire, les grilles de salaire, ce genre de choses. Je trouve que c'est oui, quand on va avoir quelqu'un compétent, il faut pouvoir avoir la liberté de pouvoir la rémunérer comme on a envie. Et si on a envie de l'objectif, maintenant il y a une réforme sur la possibilité de verser des prix. C'est à un moment donné, c'est aussi une équipe quand on a du personnel, et donc il faut le motiver. Et le statut fonctionnaire a tendance à gagner. Moi j'ai des agents qui sont allés voir l'ensemble de mon conseil municipal en disant moi je suis fonctionnaire, donc moi je ne peux pas bouger, se trompe, en gros, qui essaie d'affirmer que son statut est un droit, c'est un acquis, et que c'est à moi de s'adapter à elle et non pas à l'inverse. Et donc j'ai trouvé ça scandaleux, et je trouve que le statut, pourquoi une secrétaire de mairie, sous prétexte qu'elle est secrétaire de mairie, elle pourrait exercer la même mission dans une entreprise, et sous prétexte qu'elle est dans une mairie, elle a le statut de fonction publique. Ça évolue, parce que maintenant on peut avoir des contrats de droit privé, mais c'est. Et je trouve que c'est une contrainte. La gestion du personnel dans une mairie, dans la mesure où on répond à un statut, avec des statuts, je trouve que c'est assez complexe. Et en plus, ne pas avoir la liberté de pouvoir attribuer finalement la rémunération juste, je trouve ça aussi un peu complexe. Mais c'est plus ce volet-là, moi, à la rigueur. Après, quand tout va bien, quand vous avez, le personnel, c'est celui qui est en relation directe avec les habitants, c'est celui qui est en relation directe parfois avec le conseil municipal, et c'est, je dirais, c'est la façade de la commune. Quand les gens arrivent à la commune, ils voient le personnel. Et ce sont eux qui sont souvent les services après-vente. Ce sont eux qui sont la cheville ouvrière parfois de décisions politiques, c'est eux qui peuvent le mettre en avant. Et quand ils partagent une ambition d'intérêt public, d'intérêt général, qu'ils sont au service des élus, qu'ils sont au service des habitants, je trouve ça génial. Et quand vous allez dans une communauté de communes où vous avez le personnel, on ne sait pas comment, à quoi ils servent, quand vous les appelez, qu'ils ne vous appellent même pas par votre mandat, monsieur le maire, je trouve ça, à un moment donné, il faut remettre les choses en se disant le personnel qui est embauché à la communauté ou dans une mairie, il est aussi au service des habitants. Il n'est pas, son statut ne doit pas lui faire enlever ses devoirs à l'égard de l'élu et à l'égard de l'habitant. Moi, c'est franchement le levier sur lequel il faudrait agir. Merci. Sur la responsabilité pénale, je laisserai mon collègue répondre au sujet. Voilà, ça va être la dernière question pour M. Fallon. Je vous propose comme vous le souhaitez, plutôt aborder la question de la responsabilité pénale plutôt du couple maire-préfet pour la mise en œuvre des actions publiques. Est-ce que, je reformule, c'est pas très clair. Est-ce que vous diriez dans un premier temps que le couple maire-préfet est un duo qui est aujourd'hui toujours d'actualité, ou est-ce qu'il a vocation petit à petit à être remplacé par le président préfet? Et évidemment, si vous voulez aborder également avec votre expérience la question de la responsabilité pénale des élus. Très bien. Pour moi, le couple maire-préfet ne fonctionne pas. C'est clair, pour la simple et bonne raison. Aujourd'hui, vous avez une valse des préfets, une valse des sous-préfets, ça permute. Et aujourd'hui, pour faire une place, pour remonter des dossiers d'importance, moi, à titre personnel, j'ai un très gros projet de relocalisation de fiches industrielles qui nécessite pour le coup la mobilisation de fonds verts, de dispositifs importants, des études pré-opérationnelles d'ailleurs largement financées par la région. Et tout ça, ce sont des dossiers très prégnants, très compliqués, qu'il faut pour le coup ajuster avec la préfecture. Aujourd'hui, vous avez très peu d'interaction avec la préfecture, très peu de rendez-vous. J'ai mon sous-préfet qui a changé, mon secrétaire général de la préfecture de l'Oise qui a changé il y a 5 mois. J'ai rendez-vous avec lui que le 8 décembre, mais
et après, maintes demandes de rendez-vous. Et c'est très compliqué, c'est très frustrant. Moi, à l'échelle du département de l'Oise, dans la commune, il ne reste pas grand-chose, 2700 habitants, c'est compliqué. Ce couple-là ne fonctionne pas et on a vraiment l'impression d'avoir au niveau des agents préfectoraux une déconnexion vraiment totale de la réalité. Vraiment. C'est compliqué. Aujourd'hui, la relation maire-président de COP, oui, elle fonctionne, c'est le premier interlocuteur, c'est une évidence, on a intérêt à fonctionner, même si, je le disais tout à l'heure, le fait d'être dilué, le fait d'être dans un mastodonte rend les choses de plus en plus compliquées. Moi, on m'avait vanté la COP de Com, cet adage de dire, voilà, tu pourras faire à plusieurs ce que vous ne pouvez pas faire tout seul. C'est pas si simple que ça, et c'est pas... in fine, on n'arrive pas complètement. Et d'ailleurs, quand vous avez une aglo, une COP de Com qui est déséquilibrée comme est la mienne, avec une ville-centre très marquée, moi je suis rattaché à la ville-centre de la préfecture, à Beauvais, avec une multitude de petits villages et de petits bourgs. Aujourd'hui, vous ne pesez pas grand-chose et vous avez naturellement un déséquilibre qui est prégnant. Les grands projets structurants sont fléchés sur la ville-centre, ce qui crée forcément une frustration de la manière. Moi, je contribue aujourd'hui au théâtre de Beauvaisis, je contribue à la requalification de la piscine Bélier de Beauvais. C'est pas simple quand j'aurais besoin, moi, dans ma commune, d'un gymnase intercommunautaire, parce que labellisé depuis peu ville active et sportive, dépositaire d'une gare, d'ailleurs, sur les 53 communes de l'agglomération, 2 communes ont une gare, cette chance d'avoir cet élément structurant, donc Beauvais en l'occurrence et Hermes. Aujourd'hui, on ne bénéficie pas de ces projets structurants, donc c'est compliqué. Sur le côté pénal, moi je suis complètement désinhibé, vraiment. D'ailleurs, si tant est que je l'ai déjà dit. Moi, peut-être parce que je viens du privé et qu'aujourd'hui je ne suis pas formaté avec ça, j'ai trouvé des règles d'ailleurs complètement abscons. Quand je suis arrivé aux écoles et qu'on m'a dit monsieur le maire, vous voulez inciter vos agents à faire des gâteaux avec les enfants, etc., pour créer du lien, on m'a dit mais non, surtout pas, il y a des protocoles, on ne pouvait plus du tout utiliser des œufs, de la farine. Aujourd'hui, si vous voulez faire des gâteaux d'anniversaire, il faut que les parents d'élèves achètent des gâteaux sous plastique. Non, aujourd'hui, voilà, on aseptise complètement la chose, alors qu'on a tous été, dans notre jeunesse, formatés au gâteau, au yaourt, etc., fabriqués au sein des ateliers de cuisine. Aujourd'hui, le législateur nous impose de ne plus faire de gâteaux, parce que allergie, etc. Les enfants d'aujourd'hui n'étaient pas plus allergiques que les enfants d'hier. Et aujourd'hui, cela dit, ça peut paraître faire sourire, mais si je prends le risque de faire des gâteaux, ce que je fais, et qu'il y a une allergie, et qu'un enfant ou un parent d'élève tombe malade, aujourd'hui, oui, ma responsabilité est en jeu. Ça ne va pas simplement sur le panier de basket qui peut se décrocher, ou malheureusement la noyade d'un enfant dans un cours d'eau, dans une mare communale. Ça va bien évidemment jusque-là. Ou rentrer dans les menus, parce que le contenu scolaire, parce que c'est aussi des vastes sujets. Mais aujourd'hui, si vous voulez avancer, si vous voulez donner un marqueur à votre politique, à votre projet, il faut de toute façon que vous soyez désigné tout ça, sinon vous n'avancez pas. On est sur un tel millefeuille administratif de telle lourdeur qu'il faut s'affranchir de ça. C'est fondamental, vraiment. Merci à vous, je vous remercie. Sur le législateur, oui. Sur le législateur, on a fait notamment au Sénat la loi Fauchon, et d'autres lois depuis, pour qu'on distingue bien la faute intentionnelle, pénale d'un individu, il se passe des quantités d'événements où il n'y est pour rien, et que on défend beaucoup plus ça, et il faut certainement encore progresser dans ce sujet, c'est sûr. Ensuite,
toujours avec Jacqueline Bourreau, on a créé un système on a créé une assemblée qui est un conseil sur l'évaluation des normes applicables aux collectivités locales. Ce conseil ne comprend que des élus locaux. Il est présidé par Alain Lambert. Et tout projet de norme nouvelle qui aura des conséquences pour les communes, départements, régions, doit passer devant ce comité qui peut retoquer la mesure. Et c'est très important parce que les maires nous disent on est envahi de normes. Et c'est vrai, quand l'excellente fédération de basket vous dit voilà, pour homologuer votre terrain, il faut changer le panneau. Le panneau, on a dit qu'il y a résultat. C'est ridicule, mais ça fait pour 600 ou 700 communes une dépense obligatoire et qui n'est pas dans les absolues nécessités. Donc il faut là aussi qu'il y ait vraiment un dialogue, et malheureusement le gouvernement saisit ce comité beaucoup trop tard. Comme c'est des élus de toute la France, c'est pas facile pour eux de faire leur office. Je voulais encore dire un mot sur l'État. Moi d'abord, je connais quand même des sous-préfectures où si on supprimait la sous-préfecture et le sous-préfet, ce serait très mal perçu. Et les élus seraient tous avec leur écharpe en disant on veut garder notre sous-préfet. Pourquoi? Parce qu'il aide aussi quand même les communes, et naturellement ça dépend des circonstances. D'autre part, moi je suis bien sûr, comme beaucoup, un grand adepte de la décentralisation. Mais la France n'est pas un pays d'essence fédérale, on n'est pas l'Allemagne. Et la décentralisation, pour moi, ce n'est pas 101 égoïsmes départementaux, 13 égoïsmes régionaux et 34 000 égoïsmes municipaux. C'est-à-dire que, parce que vous comprenez, si c'est ça, Neuilly gagnera toujours par rapport à Sarcelles, pour être schématique. Et l'État est d'autant plus nécessaire, à mon avis, que la décentralisation est effective. Je ne crois pas que l'on pourrait se passer d'un État relativement solide en France. Alors, solide, ça veut pas dire omnipotent, parce qu'avant, il faisait tout. Donc, c'était absurde. Mais maintenant, je pense qu'il y a des fonctions régaliennes, bien sûr, la défense, la justice, etc., qui dépendent normalement de l'État, mais il y a aussi une fonction très importante qui est une fonction de solidarité. Moi, je trouve qu'il revient à l'État républicain de veiller à la péréquation pour les collectivités locales. Il n'y a pas de rapport entre les ressources des communes et leurs charges. Merci beaucoup. Je finis là-dessus. Et promis, juré, pour dire que prenez la DGF, dotation globale de fonctionnement. Si on fait une nouvelle conférence, je vous montrerai combien que la part de péréquation dans la DGF est peut-être de 15%. C'est-à-dire que vous avez toujours des écarts importants entre les revenus des communes et leurs charges. Et ça, qui peut veiller à ce que ce soit équitable et solidaire? L'État. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer l'État et les collectivités, l'État et la décentralisation, c'est un peu. Alors comme dans tous les groupes, là, il faut que ça marche. Merci à vous pour vos réponses. On va désormais passer aux questions du public. Alors n'hésitez pas, Christian est là pour vous donner les micros. Merci beaucoup à tous les quatre qui sont présents ce soir. Merci aussi à notre analyse favorite. Madame Delpar, tout à l'heure, vous parliez en fait du statut de fonctionnaire, de secrétaire fonctionnaire, etc. Vous évoquiez le statut de secrétaire de mairie, il me semble. Nous, en cours, on étudie forcément l'histoire un petit peu de la France, l'histoire du fonctionnaire. Et typiquement, depuis les années 70, en France, la théorie du New Public Management, à mon sens, fait des ravages. Le New Public Management, c'est l'apport de pratiques du privé dans le domaine public et chez le fonctionnaire. En tant que fils de professeur,
professeur et petit-fils également de professeur, j'ai beaucoup de mal personnellement avec ce cas-là, c'est de pouvoir virer un fonctionnaire. Pour moi, on ne peut pas virer un fonctionnaire. Pour moi, le fonctionnaire est le pont entre la notion d'État, qui est un petit peu floue, entre le vivre ensemble, entre la société et le citoyen de tous les jours, la citoyenne de tous les jours. Pour moi, on ne peut pas virer un fonctionnaire. Pour moi, le fonctionnaire est l'État. J'aurais aimé savoir, si dans tous les cas, ce que vous en pensiez, et si vous pouviez rebondir là-dessus. Voilà, je vous pour le débat et je vous remercie de votre présence. Son licenciement, c'est pas parce qu'elle était fonctionnaire, c'est parce qu'elle était incompétente. Donc, c'est pas le statut que j'ai. Et c'est quand vous avez quelqu'un d'incompétent qui porte préjudice et qui outrepassait ses fonctions, qui, voilà, à un moment donné, et financièrement, qui pénalisait également les deniers de la commune. Donc, moi, comment on fait? On fait comment, alors, si on ne veut pas les licencier? Ouais. Moi, dans ma commune, elle travaillait, quand je suis arrivée, je crois que c'était 20 heures par semaine. Et ensuite, j'ai eu un agent communal pour tout le reste, entretenir la commune. Et après, j'ai eu des personnels scolaires, qui n'étaient pas, qui étaient, à l'époque, qui étaient en contrat inférieur enfin, qui n'étaient pas statut fonctionnaire. Donc, je ne peux pas le mettre ailleurs. Je ne peux pas le mettre ailleurs. Quand vous avez quelqu'un d'incompétent, à un moment donné, moi, je ne pouvais pas la garder. Parce que, ça a broyé la santé de l'ancien maire, et deux, moi, je n'aurais pas tenu vis-à-vis des les conseils non plus. Donc, on fait comment? On fait comment? Merci. Est-ce qu'il y a une seconde question dans la salle? Bonjour, merci beaucoup aussi pour votre présence et pour toute votre argumentation et vos réponses qui nous ont beaucoup instruits ce soir. Du coup, pour répondre à votre question, on fait comment? C'est pour revenir sur ce que disait mon camarade Timothée sur le problème du public management, où plutôt que forcément de pensée locale, est-ce que cette secrétaire d'État ne pourrait pas, du coup, étant fonctionnaire et pas employé de l'État, et pas seulement employé de la mairie, ne peut pas bénéficier d'une mobilité au sein de l'appareil étatique, c'est-à-dire remplir un poste de fonctionnaire dans un autre domaine ailleurs que la commune. Ensuite, pourquoi ne pas du coup créer une législation qui puisse encadrer du coup ces compétences des fonctionnaires? Là, très clairement, on dit qu'elle était incompétente. Dans ce cas-là, il faudrait des inspecteurs spécifiques qui puissent faire une enquête sur ces incompétences et sur les problèmes qu'elle causait, et ensuite, du coup, tout simplement lui proposer un autre poste. Et aussi, le problème, c'est qu'on fait face à une montée de volonté d'enlever les fonctionnaires, du coup, dans les villes, dans les campagnes, dans l'administration, et forcément derrière, on a un appareil administratif qui est fragilisé. Quelle est la question? Du coup, c'était juste une remarque pour répondre à mon... Peut-être juste... Je vous passer par le juste une petite remarque. Secrétaire de mairie, pas confondre avec secrétaire d'État. Sinon, je pense que certains peuvent se sentir dérangés. Un mot, donc c'est vrai que bon, ouais, vous avez, ça marche. Vous avez posé quand même une vraie question, parce que moi j'ai été confronté constamment à ce problème. D'abord, l'idée de la mobilité entre les différentes fonctions publiques est importante. Il faut qu'on puisse passer de l'État aux collectivités locales, des collectivités locales à l'État, ou aux établissements hospitaliers aussi. Deuxièmement, il faut avoir des solutions plus souples. Il y a des règles qui font que, par exemple, quand vous devenez maire, à partir d'un certain nombre d'habitants, vous pouvez changer de
directeur général des services. C'est un droit. Alors lui, il ne trouve pas forcément sa place ailleurs, donc il y a le centre de gestion, et nous, le CNFPT, et qui récupère un peu tous les gens qui sont en difficulté. Bon, il faut de la souplesse dans tout ça, et on n'est pas encore tout à fait au point. Il y a aussi des règles que je toujours trouve absurdes, contre lesquelles je me suis battu, c'est qu'il y a une espèce un système où on ne peut créer des emplois de tel grade que si on est à la même proportion que ce qu'il y a dans l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, pour éviter qu'il y ait une disproportion, mais un maire peut décider de faire 2, 3, 4 gymnases si on a envie, il ne peut pas recruter 2, 3 ou 4 directeurs généraux des services attachés principaux s'il en a le désir. Et là, il y a un peu d'archaïsme. Je crois qu'il faut faire confiance aux élus. Bien sûr, il y a aussi des droits du personnel. Il y a des commissions de discipline, etc. Il y a des commissions paritaires. Et bon, mais quelquefois, les procédures sont aussi extrêmement longues et compliquées. Ça, je sais. Merci. Vous pouvez transmettre la parole à monsieur. Voilà, je voulais juste intervenir. Je pense qu'il ne faut pas opposer le primaire et le statut fonctionnaire. Moi, je pense qu'il faut surtout enrichir le statut du fonctionnaire. Moi, j'ai une anecdote, un cas concret. Je vous disais, j'étais venu en 2015. J'ai pris la commune, j'avais 25% d'arrêt maladie longue durée. J'ai sur ma commune 37 agents. Ça vous donne un rapport important. Le maire qui était en place à l'époque était un fonctionnaire. Il travaillait à la RATP. Pour vous dire qu'il avait un management, entre guillemets, assez atypique. Moi, j'ai le privé. Je suis directeur d'un centre logistique. Et naturellement, sans forcément me forcer, j'ai adapté, entre guillemets, des techniques de management au sein de la commune. Au début, ça a interpellé, ça a un peu choqué, mais dans le bon sens, puisque j'ai introduit des règlements de service. J'ai introduit également des évaluations qui sont certes imposées une fois l'année, mais qui n'étaient pas faites. J'ai également participé à des petits déjeuners le matin. J'ai utilisé dans le cadre des réunions des paperboards pour un moment ou un autre donner du sens également à la mission des services qui pratiquaient dans le cadre de ces réunions. Les services techniques, par exemple, n'avaient jamais franchi le seuil de la mairie même. Au-delà de leur emprise des services techniques, jamais ils n'étaient rentrés dans la mairie. Aujourd'hui, ils rentrent, il y a des réunions, il y a des objectifs. C'est pas tabou tout ça. Et je veux dire, il ne faut pas à un moment ou à un autre être lisse dans des éléments de langage. Moi, j'ai parlé de productivité en mairie. Et alors, il y a une notion de service public, mais il y a aussi une notion de productivité. C'est pas tabou. On peut très bien, à un moment ou à un autre, conserver le statut honorable et à un moment ou à un autre, bousculer ou dépoussiérer un peu les choses. Et c'est d'ailleurs ce que nous demandent nos agents. Moi, aujourd'hui, sans aucune présomption, je ne suis pas présomptueux du tout, mais aujourd'hui, j'ai pas de turnover, on ne me demande pas de mobilité. J'ai aussi encouragé mes agents à passer des concours. J'avais une jeune fille qui était à l'accueil depuis 20 ans. Depuis 20 ans, elle décrochait le téléphone, etc. Aujourd'hui, moi, je l'ai extrait et je lui ai demandé, mais ça vous plaît depuis 20 ans d'exercer On m'a jamais posé la question, monsieur le maire. Bon. Et aujourd'hui, on a fait monter en compétences. Et aujourd'hui, elle a passé des concours. Pareil pour mes agents de médiathèque. Elles ont passé des concours, elles l'ont eu. Et elles pourraient, pour le coup, avoir droit à leur mobilité, justement liée à ce concours. Mais elles souhaitent rester dans la commune. Parce qu'elles s'y sentent bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a un climat apaisé, on y travaille sereinement. Et surtout, on donne du sens à leur métier. Aujourd'hui, ils font partie intégrante de la politique même du conseil municipal. On les inclut. Les communes, ça marche pour les gens, les élus et les agents. Si à un moment ou à un autre, il y a un groupe qui est bancal, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il ne faut pas opposer, mais en même temps, il ne faut pas être tabou.
et employer des mots comme productivité, encore une fois, comme voilà, enfin, service client, exactement. Pour moi, c'est pas contre nature, vraiment. Et c'est peut-être un cas d'école, hein, je ne sais pas, mais parlez-en, si vous avez l'occasion de passer sur Oise et sur Terre, vous l'accueillera avec grand plaisir. Et j'ai la sensation que les agents, pour les avoir encore eu en entretien il y a un mois, qu'ils soient aujourd'hui bousculés, bien au contraire, vraiment. Merci. Malheureusement, on aimerait prendre plus de questions, mais pour des raisons de sécurité, on doit évacuer la fac. Quand je dis évacuer la fac, on s'entend. Il faut sortir avant 20h. Moi, j'avais un message que je passais un petit moment avec vous. Je vous remercie. On remercie encore une fois. On remercie le public. Et donc, c'est le souci de remercier le public. Alors, je remercie le public. Je vous remercie à et Monsieur Ballon, je reprends mon nom et venir dans notre commune avec la cité, pourquoi pas, pour voir notre quotidien, pour la vie. Voilà. Merci à tous.